Bonjour à tous, bienvenue dans cette première chronique en compagnie de mon invitée Léna Aubry qui est traumathérapeute. Bonjour Léna, alors aujourd'hui nous allons aborder la question suivante, qu'est-ce que l'intégration d'un trauma? C'est bien cela? Oui, tout à fait. Bonjour Stéphane. Merci d'être là. Avec Bonjour. grand plaisir. Alors je vais entrer directement dans le vif du sujet puisque dans votre approche psychoneurosomatique, qu'entendez-vous précisément par l'intégration d'un trauma? Et au-delà de la simple verbalisation de l'événement, quels sont les marqueurs d'une véritable intégration? Alors, dans l'approche psychoneurosomatique, intégrer une blessure qui est un traumatisme ne signifie pas, euh, oui, l'oublier ou passer à autre chose, mais au contraire de lui donner de la place pour le comprendre, pour le, oui, réconforter aussi, et puis lui dire qu'il est tout à fait légitime. C'est bien qu'il soit là puisqu'il exprime un sens à une logique de survie et qu'il est né à un moment où, eh bien, oui, nous n'avions pas les ressources non, pour faire autrement. Donc, lui donner de la place, c'est reconnaître la partie de nous qui, oui, qui a eu peur, qui s'est figée et puis qui s'est adaptée aussi. Non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle a, oui, tout fait pour que nous puissions continuer à, oui, à avancer malgré l'insupportable. Donc, si nous prenons oui, l'exemple de personnes qui ont vécu, par exemple, une trahison amicale très forte, eh bien, alors elles vont peut-être davantage, oui, éviter des amitiés plus profondes par la suite, et puis garder peut-être des liens plus superficiels, avec une méfiance peut-être plus soutenue envers les autres. Et puis, elles vont tenir ce discours, oh oui, ben c'est bon, j'ai tourné la page, et puis peut-être aussi remettre oui, la faute sur cette personne qui les a blessés dans leur confiance. Mais dans leur corps, il reste une tension. Dans leur tête, il reste une hypervigilance. Dans leurs émotions, il peut y avoir encore cette colère froide, peut-être du ressentiment ou un désir caché de vengeance. C'est-à-dire que tant qu'il y a oui, un besoin de prouver qu'on a tourné la page, ben c'est justement qu'on est encore en train de la tenir, fermée à double tour, sans l'avoir vraiment comprise ou lue. Donc, c'est-à-dire que euh, quand la blessure, quand le traumatisme n'est pas intégré, eh bien, il continue à s'exprimer, oui, un peu sans notre consentement. Donc, l'intégration, on la reconnaît quand on peut parler de ce qui s'est passé, mais sans être submergé, sans que le corps ne se mette en alerte, euh, quand on est, oui, plus défini par l'événement, c'est-à-dire quand on ne ressent plus cette colère, ce ressentiment ou ce besoin de vengeance, mais que nous l'avons, oui, intégré dans un récit de soi plus large, plus vivant, c'est-à-dire intégrer notre capacité aussi à admettre ou à reconnaître que nous n'avons pas tourné la page parce que c'était trop douloureux. Ce sont donc très souvent dans des récits, oui, de minimisation ou de détournement émotionnel, de reproches, de victimisation aussi, que l'on peut entendre qu'un traumatisme est encore actif, avec un besoin de reconnaissance. Et c'est, oui, c'est à partir de cette reconnaissance de la souffrance, et seulement à partir de là que nous allons pouvoir l'intégrer. Donc il existe, oui, deux marqueurs que j'appelle des marqueurs de clarté. La première, qui est donc celle de, oui, reconnaître que nous ne sommes pas encore passés à autre chose. Et puis la deuxième clarté, qui est celle de nous réconcilier avec le fait que nous ne sommes pas encore passés à autre chose. Donc c'est cette, oui, cette double lucidité qui va permettre à la fois de poser,
oui, les fondations de l'intégration et puis d'en accueillir le rythme. Alors, vous proposez, enfin, du moins, votre approche considère le corps, le mental et les émotions comme interagissant face à une insécurité non consciente. Comment ce principe s'applique-t-il concrètement au processus d'intégration d'un trauma? Alors, le trauma, lui, il laisse une empreinte, oui, multisensorielle, hein. Il ne reste pas juste dans la tête, il vit donc aussi dans le corps, sous forme de tension, de douleur, peut-être de blocage, hein. Donc, il s'exprime aussi dans les émotions, hein, souvent par oui, un figement ou une réaction oui, disproportionnée. Et puis, il colore aussi nos pensées, hein. Donc oui, toutes nos croyances, nos scénarios internes, hein, et puis toutes nos anticipations au danger. Donc, on le retrouve par exemple fréquemment, hein, chez les personnes qui, à chaque fois qu'elles commencent une nouvelle relation, par exemple, eh bien, vont paniquer, hein, à l'idée d'être abandonnées, d'être quittées. Donc, peut-être, oui, que leur cœur s'emballe, hein, qu'elles deviennent peut-être plus anxieuses et puis souvent peut-être aussi plus exigeantes, hein, avec un besoin peut-être de contrôler le partenaire. Et donc, cela, elles le font de manière tout à fait inconsciente, hein. Mais le corps, lui, se souvient, non, peut-être d'un abandon physique ou affectif, non, de la part d'un proche, d'un parent, lorsqu'elles étaient plus jeunes. Il va donc mettre en place des mécanismes de défense inconscients, hein, face à la peur inconsciente d'être quitté, d'être abandonné. Et donc ici, ben, l'intégration, hein, pourra se faire par la sensation corporelle, hein, comme porte d'entrée, si je puis dire, puisque le corps, lui, ben, il ne ment pas, hein, et puis qu'il nous alerte très vite et très tôt aussi dans une relation, qu'il y a un potentiel danger d'abandon. Donc, en travaillant sur la reconnaissance, hein, et puis la réconciliation de cette oui, sonnette d'alarme corporelle, eh bien, nous pouvons, hein, peu à peu désamorcer l'alerte, hein, en la transformant en une ressource oui, bienveillante, hein, capable de faire face à une rupture sans vouloir la contrôler, ou alors, oui, tomber dans une panique, hein, ou dans une dépression. Vous parlez de mécanismes d'adaptation mis en place par l'organisme face à une dérégulation du système nerveux autonome. En quoi l'intégration d'un trauma permet-elle de modifier ces mécanismes et de retrouver un équilibre? Alors, le traumatisme, il crée toujours une rupture dans la perception de la sécurité. Et donc, le système nerveux autonome, lui, s'adapte pour survivre, hein, mais au prix de notre bien-être. Alors, ces adaptations, hein, qui au départ, oui, sont protectrices, eh bien, deviennent ensuite plus rigides jusqu'à devenir peut-être même destructrices, hein. C'est le cas, par exemple, chez des personnes qui se mettent systématiquement en retrait, hein, au moindre conflit. Elles ne supportent donc pas oui, de s'opposer. Euh, et puis, elles vont dire oui à tout, hein, même quand elles pensent non. Et en réalité, c'est leur système qui a appris très tôt que bah, dire non, non pourrait entraîner ou entraîne une punition ou des conséquences plus graves, plus violentes. Donc, c'est comme si cette forme oui, de complaisance, hein, était devenue leur normale, hein. Je suis une personne gentille qui aime faire plaisir aux autres. Voilà. Donc, mais là, il faudra bien évidemment alors faire attention, hein, à ne pas confondre gentillesse, bienveillance et puis complaisance, qui elle est véritablement une forme de soumission. Et donc, l'intégration, elle, eh bien, elle permet tout d'abord, hein, de désactiver oui, cette normalité de la complaisance, pour que ces personnes sachent faire la différence entre danger réel et puis souvenir de danger, hein, pour ensuite venir intégrer cette complaisance dans sa forme saine, hein, qui est la bienveillance.
et qui n'a donc rien à voir avec de la soumission. Donc l'idée ici, c'est de créer des chemins alternatifs plus bénéfiques, hein. On passe alors du mode survie à la vie. Votre approche s'appuie sur la neuroplasticité. Comment l'intégration d'un trauma, selon votre méthode, contribue-t-elle à restructurer les schémas neuronaux liés à l'expérience traumatique? Alors, la neuroplasticité, c'est la capacité de notre cerveau à créer de nouvelles connexions, hein, tout au long de la vie. Et ça, c'est une excellente chose, hein, puisque même des personnes très âgées ont elles aussi la possibilité de transformer leur schéma de pensée, leurs réactions, et puis même leur rapport, hein, à leur histoire. Hein, puisqu'on entend souvent oh, à leur âge, on ne les changera plus. Mais non, en fait, hein, la science nous montre exactement l'inverse. Hein. Tant que le cerveau est vivant, il peut apprendre, il peut désapprendre aussi, et puis se réorganiser. Autre exemple, face à une figure d'autorité qui parle peut-être un peu sèchement. Certaines personnes pourraient avoir ce sentiment de perdre leurs moyens. Et donc, ces personnes n'auront plus 30, 40 ou 50 ans, mais leur cerveau va réactiver la réaction de l'enfant terrorisé, non, par une figure d'autorité, peut-être violente par le passé. Et donc, le système nerveux, en fait, il court-circuite, non, l'adulte qu'elles sont devenues pour les replonger en quelque sorte, hein, dans une posture de soumission, de sidération ou de fuite, non? Donc elles peuvent peut-être avoir les yeux baissés, s'excuser pour tout, et puis peut-être ne plus parvenir à formuler une pensée claire. Et ça, donc, ce n'est pas un manque de confiance en soi, mais une empreinte traumatique encore active. Et là, l'intégration, eh bien, c'est changer la route dans le cerveau. Voilà, c'est faire en sorte que là où il n'y avait qu'un seul chemin, donc par exemple, je me tétanise ou je m'effondre intérieurement, eh bien, il y ait d'autres options. Par exemple, je pose une limite, hein, qui peut être peut-être une pause, pour avoir plus de clarté sur ce qui est en train de se passer. Hein, je peux peut-être poser des questions en retour. Donc, je reste dans le contact, dans la présence avec cette personne autoritaire qui est aussi mon déclencheur, hein, mais sans me laisser envahir, mais en essayant de faire une lecture en fait de son besoin d'autorité à elle. Donc, hein, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin de se montrer autoritaire, hein, de parler si sèchement. De quoi cherche-t-elle à se défendre, cette personne, hein? De quoi a-t-elle peur? Donc concrètement, on crée de nouvelles expériences, hein, correctrices, où nous ressentons que nous pouvons reconnaître la vulnérabilité de l'autre, c'est-à-dire de reconnaître en même temps notre pouvoir d'influencer la situation, en nous demandant toujours, hein, comment est-ce que moi je peux aider l'autre à évoluer dans sa crainte, non? Et tout en restant en lien, connecté, hein, et par conséquent en sécurité. Donc, à chaque fois que cette nouvelle expérience est vécue en présence, hein, dans un cadre, oui, conscient, eh bien, elle réécrit le schéma. Donc, le cerveau apprend, le système nerveux se régule, et puis l'histoire se transforme. Merci Léna Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique au cours de laquelle nous évoquerons cette fois comment démystifier le trauma et sortir des idées reçues. À la semaine prochaine. Merci, à bientôt.